Alors bonjour Sylvain Charlebois, nous sommes très contents. LVA TV est à l'extérieur, dans la région de Québec. On profite de votre passage dans la région, puisque vous êtes ici pour faire un peu de ski cet hiver. Ben oui. On était bien heureux de savoir ça parce qu'on voulait vous rencontrer, vous parler un peu de l'actualité agricole, tout ce qui se passe. Notamment, premier sujet important, je pense, c'est le guide alimentaire. On vous a vu d'ailleurs, à Tout le monde en parle récemment, Ouais. auprès de la ministre de la Santé. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'on risque une pénurie de fruits, on risque une pénurie de légumes. Est-ce que la solution pour vous, c'est vraiment la production en serre? Et comment? Ben, en fait, à mon avis, la solution, c'est d'utiliser de nouvelles technologies. Évidemment, il y a les serres qui devraient se développer. En fait, ça se passe en Ontario beaucoup, dans l'Ouest canadien et au Québec essentiellement. Il va falloir que le Québec contribue à cette assiette-là qu'on a tous vue. Là, la moitié, c'est... Est-ce qu'il y a un retard au Québec par rapport à d'autres provinces Je pense que oui. la production en Oui, serre? essentiellement, puis c'est dû à la capitalisation. Il y a un manque d'argent. Vous savez, le rendement dans le domaine agricole, c'est pas ce qu'on voit en haute technologie, par exemple. C'est l'inflation plus 3-4 Puis les investisseurs, ça les achale, ça. Alors, il va falloir éduquer les investisseurs pour leur dire que, bon, il y a un potentiel. Le message qu'on a reçu de Santé Canada dernièrement avec le nouveau guide, c'est qu'il y a un potentiel de marché au niveau domestique. Mais le vent santé, là, et puis surtout au niveau des protéines, la guerre des protéines, protéines végétales, protéines animales, là, c'est un vent qui souffle partout en Occident. C'est pas juste au Québec, au Canada, c'est partout, partout. Alors, il y a un potentiel de marché que les investisseurs vont devoir reconnaître. Puis le guide alimentaire nous disait aussi, bon, nous laisse entendre que ceux qui vont pâtir, en fait, c'est les producteurs laitiers, la viande, les bovins. La transformation n'est pas très bien non plus perçue dans ce guide alimentaire. Est-ce que la transformation est si mauvaise que ça? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des produits de transformation de qualité au Québec? Bien, j'en ai parlé avec la ministre de la Santé. Bon, on s'est rencontrés à Montréal la semaine passée, mais on a eu la chance de déjeuner ensemble pendant 1h30, juste moi et elle, vendredi, parce que nos deux vols étaient en retard par coïncidence. Alors, et puis, je lui ai partagé mes inquiétudes par rapport à la transformation alimentaire. C'est que les gens qui sont sur le comité, qui ont aidé la ministre à faire le design du guide alimentaire, ont tous un point de vue assez homogène de la transformation. C'est que la transformation, c'est quelque chose de mauvais. Et quand on regarde le guide alimentaire, il n'y a pas beaucoup de transformation là, il y en a très peu. Il va falloir démystifier un peu ce qu'est la transformation. Il y a une bonne transformation. Il y a une transformation qui se responsabilise là, actuellement. Surtout au Québec, je connais plusieurs entreprises qui offrent de très bons produits de qualité. Est-ce que c'est une problématique de marketing de la part de ces transformateurs aussi qui ne savent pas comment le communiquer? Je pense que c'est juste un manque de connaissances. Vous savez, la transformation alimentaire, c'est souvent l'enfant oublié. Hein? On ne sait jamais trop où aller pour obtenir de l'aide gouvernementale. Lorsqu'on va à l'agriculture, souvent l'agriculture va dire que c'est plus au niveau de l'innovation, travail. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Souvent, si vous parlez aux gens du CETAC, là, il y a une frustration qui dure depuis des années en raison de ça, c'est qu'on se tiraille d'un bord puis de l'autre. J'ai toujours cru que le MAPAC doit élargir son mandat. Et puis ça, c'est pas juste au Québec en passant, c'est partout au Canada. On le voit en Atlantique. Moi, je l'ai vu dans l'Ouest canadien. C'est que les ministères d'agriculture au Canada, il y a un fantasme autour, comme on dit en anglais, du farm gate. Tout ce qui a rapport à la production. On se préoccupe peu de la transformation et c'est là où la valeur, la richesse se crée. Le sujet qu'on voudrait aussi aborder avec vous, c'est les terres, en fait, parce que le sujet important au Québec, de ce qu'on entend dire auprès du MAPAC actuellement, c'est il va falloir trouver une solution à la solution qui n'a pas été trouvée ni par Pierre Paradis, ni par Laurent Lessard, à savoir la taxation foncière agricole. Et évidemment, va revenir dans le décor le sujet sur Pangea, le sujet sur Fonds d'action CSN et UPA, qui sont, semble-t-il, en train de préparer un projet pour le gouvernement pour proposer d'acheter des terres pour les louer aux producteurs.
Sur le fond, ce qu'on voudrait vous demander, c'est pour vous, est-ce que tous les systèmes sont bons? Est-ce qu'il vaut mieux être partenaire d'un fonds d'investissement? Est-ce qu'il vaut mieux être locataire d'un fonds qui appartiendrait au syndicat ou au fonds d'action CSN? Quelle est la plus belle solution pour un producteur selon vous, ou est-ce que toutes les solutions sont bonnes? La solution idéale, à mon avis, c'est de voir un rendement financier être reconnu par sa valeur économique. OK? Ce qui arrive au Québec, et c'est surtout en raison de la gestion de l'offre, c'est l'héritage de la gestion de l'offre, c'est qu'on a créé une richesse artificielle. La valeur économique n'est pas nécessairement là. C'est qu'on sert un marché très domestique. Et là, il y a un effritement de la gestion de l'offre. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans certaines régions du Québec, la valeur des terres est peut-être trop élevée pour le rendement. Oui. C'est ce que soulignait d'ailleurs Michel Saint-Pierre dans son rapport. En fait, Ben dans le oui. rapport Saint-Pierre, il soulignait le fait que les achats de terres venaient en grande partie des producteurs sous gestion de l'offre et sous Astran. Exact. Et ça crée, dans le fond, une richesse artificielle, difficilement justifiable lorsqu'on parle de politique fiscale. Ouais. Mais il reste que là, ça c'est le constat de Michel Saint-Pierre il y a déjà quelques années. Luc Godbout, dans son rapport, a fait un constat sur le plafond qui était éclaté, le plafond de 5 qui fait en sorte que le gouvernement remet des millions à chaque fois. Ça a été le cas sous Paradis, ça a été le cas sous Lessard, et c'est même le cas sous André Lamontagne actuellement. Est-ce qu'il y a une solution à la taxation foncière, selon vous? Ou il va falloir toujours que le gouvernement remette de l'argent? La fixation sur la taxe, à mon avis, est un faux débat. Il va falloir regarder comment on peut justement justifier la valeur des terres. Que ce soit 5 000 l'acre ou 10 000 l'acre, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de voir comment on peut créer de la richesse par une production plus efficace. Si les producteurs font de l'argent, ça n'a pas d'importance. Les politiques fiscales vont se placer. Mm-hmm. On va pouvoir justifier une taxation qui a de l'allure, qui a du bon sens. À mon avis, c'est là, à mon avis, on va devoir avoir un débat. C'est sur le rendement des terres par acre. Actuellement, surtout au niveau céréalier, okay, on parle de 500 l'acre. L'objectif devrait être 1 000 l'acre. Si les producteurs font 1 000 l'acre, ils vont être moins préoccupés par une politique de taxation foncière. Puis le dernier sujet qu'on voudrait aborder avec vous, c'est le sujet d'actualité de la semaine. En fait, le congédiement d'un agronome qui semble être une sommité au MAPAC. Ouais. Le débat que ça a créé même dans les médias généralistes, à savoir, est-ce normal que le président du PGQ soit aussi président de Cérom? À savoir, en fait, est-ce que la position qu'a pris André Lamontagne en disant « j'ai appuyé », puis ensuite après en disant « non, c'est pas moi directement », comment vous voyez cette situation-là? Est-ce que c'est une situation simplement de ressources humaines au MAPAC à vos yeux, ou c'est réellement une emprise, en fait, ou de l'UPA ou des entreprises privées dans le monde des pesticides sur la recherche? Bien, j'ai vu des cas semblables ailleurs au Canada. Je n'ai jamais vu un ministre commenter sur le congédiement d'un employé comme ça. Ça m'a surpris d'abord. Mais moi, je pense que le cas Hébert représente un problème qui est beaucoup plus vaste au Canada, au Québec. Robert, oui. C'est le conflit c'est la présence de conflits d'intérêts entre le monde de la recherche, le gouvernement et le secteur privé. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. On commence peut-être à réaliser, là, mais ailleurs au Canada, on réalise depuis déjà un bon bout de temps. Je vous donne un exemple moi-même. Mm-hmm. Okay? Quand je donne une entrevue à Toronto, à BNN ou à CTV, à Global, on me demande toujours si je suis actionnaire de telle entreprise. Au Québec, jamais on me demande si je suis actionnaire de telle entreprise ou actionnaire d'entreprise qui pourrait me mettre en conflit d'intérêts. Donc, en fait, il y a plus de transparence dans les autres provinces qu'il peut y en avoir au Québec. Sur la... Ben oui. Ben oui, absolument. C'est au niveau de l'éthique. Moi, je suis un professeur. Je réponds à un comité éthique à Dalhousie. Je pense qu'on va devoir réfléchir profondément sur la façon qu'on gère le portfolio de recherche au Québec. Il n'y a pas beaucoup de monde, là. Tout le monde se connaît. Mais avec le temps, j'ai l'impression qu'on a oublié à quel point on peut vraiment se mettre dans l'embarras par la recherche en impliquant plusieurs personnes. Le cas de M. Hébert, c'est un cas qui est malheureux. Robert.
C'est Louis Robert. C'est Louis Robert, excusez-moi. Donc, Louis Robert, à mon avis, c'est un cas qui est malheureux, mais ça démontre qu'à mon avis, il y a un manque de transparence, là. Mais est-ce que, vous, parce que je sais que Michel Duval, lors des agronomes du Québec, a fait une sortie jeudi, en fait, au téléphone avec nous, en disant qu'il s'interrogeait, en fait, il faisait le parallèle entre la double présidence de Christian Verbeek sur PGQ et Sorum, avec la double présidence qu'avait autrefois le président de l'UPA avec la financière. Ouais. Est-ce que c'est la même chose, selon vous? Un double rôle dans n'importe quoi est un problème. Okay? L'Agence canadienne s'est aperçue de ça il y a 10 ans, là, en voulant protéger les consommateurs tout en servant, en appuyant l'industrie. On a décidé de scinder les deux mondes, les deux dimensions. En recherche, ce qui est important, c'est d'être transparent. Lorsque nous, on publie un rapport, il faut absolument dire, il faut mentionner qui a financé la recherche, qui dirige l'agenda de recherche, qui siège sur les conseils d'administration. C'est une pratique qui, à mon avis, qui devrait être encouragée. Souvent, ce que je m'aperçois au Québec, c'est qu'on ne pense pas à ce genre de choses-là. Pas parce qu'on veut, peut-être truquer les choses. C'est juste que c'est les perceptions qui sont mal gérées. Est-ce que cette histoire de perception et peut-être ce manque de transparence au Québec que vous voyez par rapport aux autres provinces, est-ce que ça fait partie de l'univers dans lequel le Québec évolue, puis on sait que le contrôle total de l'agriculture par une seule organisation ferait en sorte qu'il y aurait moins d'ouverture sur la transparence? Ou est-ce que la diversité, je dirais, syndicale dans les autres provinces amène cette transparence? Est-ce que c'est ça ou ça par rapport? Bien, il y a une diversité de financement de projets de recherche ailleurs au Canada qu'on ne retrouve pas nécessairement au Québec. Vous savez, l'État-providence, l'héritage de l'État-providence, qui a duré pendant une génération et plus, en fait, force les entreprises à penser, bien, c'est quelques agences qui vont supporter la recherche universitaire ou la recherche de centres de recherche, et puis on ne s'implique pas trop. Bien, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a peu de joueurs qui financent la recherche. Il y a un manque de diversité intellectuelle au Québec. Je l'ai dit au salon de l'agroalimentaire à Drummondville il y a 2 ans. Là. Je ne suis pas certain que mon message a passé parce que j'ai l'impression que dans la salle, les gens ne savaient même pas de quoi je parlais. Moi, je le vois, là. Puis, dernier point sur justement le nouveau ministre, il y a une nouvelle vague en fait qui arrive à Québec. Vous avez vu comme tout le monde que la CAQ est rentrée très fortement au Québec. On a vu un ministre de l'Agriculture aller sur plusieurs plateformes, dont la nôtre, mais sur plusieurs plateformes, parler beaucoup d'un discours de diversité. On sait qu'il a eu les oreilles ouvertes à pas mal de choses, parce qu'on sait qu'il a rencontré l'Union paysanne, on sait qu'il est en contact avec le Conseil des entrepreneurs agricoles, il a rencontré l'Institut Jean Garon. Il a un discours d'ouverture sur plusieurs modèles. Vous, est-ce que vous voyez ça comme positif? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que est-ce qu'il va être capable de mener cette diversité? Bien, en fait, le ministre m'a demandé de le rencontrer. Là, on va pouvoir se rencontrer en mai, malheureusement, pas avant ça. Mon horaire est assez fou, le sien aussi d'ailleurs. Mais je trouve ça rassurant d'un ministre de l'Agriculture au Québec de s'intéresser à toute faction dans le monde agricole et non pas s'intéresser à aux activités de quelques joueurs, en principe. Puis on le sent, là, justement, quand on parle aux agriculteurs, là, on démocratise tranquillement pas vite la politique agricole au Québec. Et c'est une bonne chose, à mon avis. Il y a eu d'autres ministres qui ont tenté de le faire, mais avec un mandat aussi fort que le mandat de la CAQ, qui a reçu en octobre l'année passée, bien, on peut agir, on peut aller de l'avant. Vous savez, ce que je me rends compte depuis quelques mois, surtout avec le débat qui entoure le guide alimentaire, c'est qu'il y a certaines filières qui avaient la cote qui ne l'ont plus aujourd'hui au niveau de la population. C'est que la population, depuis 10, 15, 20 ans, a commencé à se poser des questions. Est-ce que vraiment, le lait, c'est la meilleure source de protéines, le bœuf? Il y a un questionnement qui fait en sorte que
l'Union des producteurs agricoles ou d'autres groupes ont perdu peut-être un petit peu de pouvoir. C'est qu'au lieu d'écouter seulement qu'un groupe, on écoute plusieurs groupes. Et c'est tant mieux. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Monsieur Charlebois, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans votre week-end pour nous rencontrer. Ça fait plaisir.